Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des doux. Bienvenue dans Changer la norme. Je m'appelle Flavie Després et je suis l'heureuse directrice et fondatrice de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Changer la norme, le podcast dans lequel je reçois des entrepreneurs sociaux, est né il y a maintenant 2 ans. Être journaliste et entrepreneur m'a donné l'envie de poser des questions à des pairs dont j'admire le parcours et dont je sais que ce qu'ils ont vécu servira à changer la norme. Ces entrepreneurs sociaux, à impact, responsables, solidaires et qui, engagés, sont demain et font demain. Échanger avec eux permet de livrer leur parcours, la construction de leur structure, les difficultés et les joies qu'ils rencontrent et leur regard sur ce nouvel entrepreneuriat. Parfois, entreprendre, ce n'est vraiment pas le pays des bisounours. L'échec entrepreneurial est tabou en France et la solitude envahit souvent ces entrepreneurs qui ne rencontrent pas le succès tant attendu. Être accompagné permet de rendre ces transitions moins difficiles, permet de rebondir, de réagir, de re-agir. Re-agir, justement, c'est le nom d'un programme de la Fondation Entreprendre. Ce programme regroupe 3 associations, 60 000 rebonds, Second Souffle et Crésus. La Fondation Entreprendre soutient les associations qui incitent et accompagnent l'entrepreneuriat et cela fait 3 saisons qu'elle accompagne ceux qui entreprennent autrement en soutenant Changer la norme. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, de l'échec entrepreneurial, de l'importance de l'accompagnement et de réagir avec Thibaut de Saint-Simon, le directeur général de la Fondation Entreprendre. Bonjour Thibaut. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Écoute, très bien, je te remercie. Bon, je suis contente. Je commence bien l'année avec toi et avec la Fondation Entreprendre qui accompagne Changer la norme depuis 1 an et demi, je crois. Ouais, donc c'est une bonne manière de commencer 2021. Thibaut, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va parler de la Fondation Entreprendre et d'un sujet dont finalement, on a assez peu parlé parce qu'on a souvent des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs en croissance. C'est le rebond entrepreneurial et comment on rebondit, on réagit après un échec entrepreneurial. Déjà, on va parler de toi parce que tu as une carrière dédiée à l'ESS et tu as notamment travaillé très longtemps chez Aviva où tu as accompagné un certain nombre d'entrepreneurs à impact. Alors, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours chez Aviva ? Bien sûr. Alors, je suis arrivé, en effet, j'ai fait une longue carrière chez Aviva. J'ai fait un peu plus de 10 ans chez Aviva où je suis arrivé en apprentissage pour m'occuper d'une fondation d'entreprise qui s'appelait la Fondation Aviva à l'époque. À la fin de mon année d'apprentissage à m'occuper de la fondation, j'avais commencé à tisser un peu le sujet du développement durable et justement de voir comment est-ce qu'au-delà de la fondation, Aviva pouvait réfléchir à avoir une approche positive un peu plus large sur les achats, sur les produits, sur l'environnement, etc. Et j'ai proposé à mon patron de l'époque, qui était le directeur de la communication, de créer un poste dédié à la RSE et de créer donc un département. Et donc on a structuré ça ensemble. Ça, c'était en 2007-2008. Donc j'ai rejoint Aviva en CDI pour créer ce pôle RSE que j'ai développé pendant 3 ans. Et ensuite, le groupe Aviva, voyant ce que j'avais fait en France, m'a demandé de faire la même chose sur l'ensemble de leurs filiales en Europe. Et donc là, j'ai passé 6 ans à accompagner l'ensemble des filiales à travers l'Europe d'Aviva à structurer et à lancer leur démarche RSE. Et puis, après ces 6 années, je suis rentré travailler pour la filiale française où là, j'ai continué à travailler sur les sujets de RSE et j'ai aussi pris des responsabilités en communication, d'abord en communication externe et puis à la fin, j'étais le directeur de la communication et de la RSE. Et je termine là. Après, je dirais 3 ans, 3 ans et demi que j'étais directeur de la com et de la RSE, je voyais ce sujet, moi, de la transformation positive des entreprises sur lequel je travaille, comme je l'explique là depuis presque 15 ans maintenant, s'accélérer vraiment très, très massivement. Et ma casquette, je dirais DIRCOM plus traditionnelle, commençait à prendre un peu trop de temps par rapport à ce que j'avais envie de faire sur les sujets de transformation positive. Donc voilà, donc c'est là où j'ai cherché un nouveau défi pour me dédier complètement à mes engagements et je suis arrivé comme ça à la Fondation Entreprendre. Juste pour revenir, ce que j'ai cité, la fabrique Aviva, un point de précision, c'est une
un projet, est-ce que c'est pas une structure qui source des projets chaque année? C'est l'entrepreneuriat plutôt à impact. Et du coup, tu avais déjà développé un lien fort avec des jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un critère d'âge, et pour les accompagner. Donc, après, tu viens l'année dernière, ça y est, on peut le dire, tu prends ton poste au sein de la Fondation Entreprendre. En plein Covid, en plein confinement. Exactement. Je vous invite à lire, il y a un article sur Care News où Thibaut raconte sa survie en milieu hostile entre le télétravail. Entouré de mes enfants, mes nombreux enfants, et ma femme était infirmière, elle était à l'hôpital et j'étais seul face à mes 3 enfants dans un petit appartement à Clichy. Et c'était un moment c'était un moment compliqué au début, puis passionnant. Et voilà, c'était ça aussi le confinement, c'est-à-dire des très hauts et des très bas par moment. J'imagine, puisque la Fondation Entreprendre, elle encourage l'entrepreneuriat, elle incite, mais surtout, moi je suis bien placée pour le savoir, elle accompagne. Et donc tu te retrouves plongé dans une France où il y a plein d'entrepreneurs qui doivent se demander à quelle sauce ils vont être mangés et comment ils vont survivre. Comment vous avez réagi au sein de la Fondation Entreprendre ? La première action, ça a été de questionner les associations qu'on finance et qu'on accompagne pour voir un peu justement comment est-ce qu'elles réagissaient à ce moment complètement inédit. Est-ce qu'elles avaient besoin d'aide et comment est-ce qu'on pouvait les accompagner au mieux. Juste pour positionner, donc la Fondation Entreprendre, nous on soutient, l'entrepreneuriat à travers des structures associatives qui accompagnent, les entrepreneurs. Nous, notre conviction, c'est qu'à travers l'entrepreneuriat, on peut résoudre de nombreux défis sociétaux. Et donc, on accompagne, des dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat qui aident justement le développement d'entrepreneurs en lien avec, l'égalité des chances, en lien avec la lutte contre les exclusions sociales ou territoriales, en lien avec l'insertion professionnelle ou la promotion de l'emploi. Et donc, nous, on ne soutient pas donc en direct les entrepreneurs, mais bien des structures associatives qui, elles, soutiennent les entrepreneurs. En gros, on s'est vraiment tourné vers ces structures associatives pour leur demander, en gros, comment est-ce qu'on pouvait les aider. D'abord, on a été quand même assez bluffé par l'agilité, la capacité de réaction de tout ce tissu associatif qu'on soutient, qu'on su vraiment hyper rapidement continuer à mener leurs actions au plus proche des entrepreneurs. Elles ont bricolé des outils digitaux, clairement. Il y en avait certaines, elles n'avaient vraiment pas les super plateformes digitales qu'elles auraient bien aimées pour pouvoir mener leurs actions, mais elles se sont débrouillées, quoi. C'est vraiment, à l'image de l'esprit entrepreneurial on trouve toujours une solution. Là, il y avait un problème, hop, elles développaient des solutions et donc elles se sont débrouillées et elles sont vraiment restées au contact des projets qu'elles soutenaient. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est, on a essayé parfois de réallouer des financements, justement, pour essayer de répondre aux nouveaux besoins qu'elles pouvaient avoir. On a essayé aussi beaucoup de créer du dialogue parce que notre rôle, c'est de fédérer tous ces acteurs associatifs. Donc, on a essayé de les réunir, de les faire parler entre eux pour voir les problèmes ou les opportunités qu'elles voyaient et pour qu'elles puissent partager les bonnes pratiques. Et puis, on a essayé de travailler avec elles sur des réponses spécifiques qu'on pouvait amener dans ce contexte inédit. Et là, c'est là qu'est né le programme Réagir dont on va parler, je crois. Oui, tout à fait. Donc, les associations que vous soutenez, elles ont pour la plupart un angle assez fort où elles s'adressent à un public, je pourrais dire avec un anglicisme, elles adressent une cause particulière. C'est vrai qu'on parle assez peu d'échec entrepreneurial. Je ne sais pas si c'est tabou en France, on enfonce des portes ouvertes, mais il y a donc un constat quand il y a la crise du Covid, mais en fait, c'est des associations souvent, quand on parle d'échec entrepreneurial, qui sont plus anciennes. Elles sont souvent nées d'expériences personnelles d'entrepreneurs qui ont décidé de partager leurs expériences. Est-ce que, au sein de la Fondation Entreprendre, vous analysez déjà l'impact de la crise sur les entrepreneurs ou est-ce que c'est trop tôt parce que comme l'État a quand même beaucoup financé les aides, est-ce qu'il y a des premiers chiffres que tu peux nous communiquer ? Les chiffres, c'est clairement, en moyenne en France, annuellement, il y a environ 60 000 entreprises qui déposent le bilan. Et cette année, ça va être au moins moitié moins, en 2020, ça va être au moins moitié moins. Clairement parce que l'État a fait un très très gros effort de soutien aux entrepreneurs. Il a mis beaucoup d'argent sur la table et donc ça, je pense qu'on peut déjà le saluer. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de grosses inquiétudes sur le printemps là, 2021, au moment où justement les aides d'urgence vont s'arrêter. Et au-delà de ça, je dirais au-delà d'avoir ce soutien qui permet de survivre. Ce qu'on a pu voir quand même, c'est qu'on a aussi beaucoup d'associations qui sont, en amont du dépôt de bilan, c'est-à-dire qui aident les entrepreneurs au moment où ils ont des difficultés pour les aider à les surmonter et à pérenniser leur entreprise. Et là, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de demandes et beaucoup plus de demandes que les précédentes années. Donc, beaucoup plus d'entrepreneurs, en difficulté. En revanche, beaucoup moins qui ont déposé le bilan pour le moment.
Donc c'est justement ce qu'on a essayé de faire nous, c'est-à-dire travailler sur ces deux briques. La Fondation Entreprendre, elle soutient déjà depuis plusieurs années, notamment une association qui est spécialisée dans le rebond entrepreneurial qui s'appelle 60 000 rebonds, donc à l'image de ces 60 000 défaillances entrepreneuriales annuelles, qui est vraiment spécialisée sur accompagner les entrepreneurs à surmonter un échec entrepreneurial pour rebondir soit dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, soit dans le salariat. Et là, je pense qu'on peut parler de ce sujet de l'échec parce que c'est un vrai tabou en France. Comme tu le disais, on enfonce une porte ouverte, mais la réalité, c'est que même si c'est une porte ouverte, personne ne l'ouvre vraiment et on en parle encore très peu. Et donc, nous, on souhaite vraiment essayer d'en parler plus parce que je pense que c'est justement au moment où on a des difficultés qu'on a le plus tendance à se cacher, à s'isoler parce qu'on en a honte, alors que c'est le moment où on a le plus besoin d'aide et donc c'est le moment où on devrait plus aller se retourner vers les autres. Donc on a cette structure associative qui est spécialisée dans l'accompagnement au rebond entrepreneurial, qui est 60 000 rebonds. Et puis on a aussi souhaité créer un collectif qui réunit des acteurs de la difficulté entrepreneuriale qui sont un peu plus sur l'amont, donc c'est au moment des difficultés pour aider à sauver une entreprise. Et donc là, on soutient notamment Second Souffle, qui a mené pendant ce confinement notamment énormément de webinaires de prévention pour parler justement de l'échec entrepreneurial. Et puis, un acteur qui s'appelle Crésus, qui est spécialisé sur le surendettement des particuliers et qu'on aide là à aller sur justement l'accompagnement des entrepreneurs en surendettement. On va revenir sur le programme et comment les associations interagissent, mais juste pour faire un horizon sur l'échec entrepreneurial et les tabous qui vont avec. C'est souvent pas de l'incompétence. Il y a beaucoup d'histoires de trésorerie financière. Il y a beaucoup aussi d'impayés qui mettent les entrepreneurs sur la paille. Et donc là, il y a le Covid. Donc c'est un peu particulier. Mais c'est quoi les raisons de l'échec entrepreneurial? Parce que souvent, ce qu'on dit peu, et d'en changer la norme, je crois pas que j'en ai encore eu, sauf un ou deux, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essayent une fois, deux fois avant d'arriver à avoir une entreprise pérenne. Tout se fait pas du premier coup, d'un coup de baguette magique. Ça se saurait. Je suis pas sûr qu'il y ait les erreurs types, parce que sinon on se débrouillerait tous pour pas les faire. Donc les raisons, elles peuvent être multiples. Ce qui est sûr, c'est que l'aventure entrepreneuriale, par définition, c'est une prise de risque. Les chiffres en moyenne, c'est que la pérennité d'une entreprise en moyenne en France à 5 ans, elle est de 50%. Donc on voit que quand on tente l'aventure entrepreneuriale, il y a presque une chance sur deux. Oui, c'est l'amour dure 3 ans et si tu passes les 5 ans en entrepreneuriat, normalement, t'es bon. Exactement. Mais je pense que nous, le message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'on peut en revanche vraiment maximiser énormément ses chances de succès si on est accompagné. Et là, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tissu associatif qui soutient et qui accompagne l'entrepreneuriat qui est exceptionnel en France. Tu le disais, il y a des réseaux qui sont spécialisés sur des profils d'entrepreneurs. Donc, je suis une femme, je suis une personne en situation de handicap, j'habite spécifiquement sur un territoire. Il y a des réseaux qui sont spécialisés sur des étapes de développement. Donc, je suis au tout début, je suis en accélération, etc. Et donc, nous, la Fondation, on est spécialisé dans le financement de ces dispositifs d'accompagnement. Et là, les chiffres, c'est typiquement... Nous, on finance depuis plus de 10 ans le réseau Entreprendre et puis on a même une filiation commune avec ce réseau. Donc on est en grande proximité. Mais donc les entreprises qui sont accompagnées par le réseau Entreprendre, elles ont, je dirais, une taux de pérennité à 5 ans qui est pratiquement de 90%, qui est autour de 87%. Donc on passe de 50% de chance à 87% de chance quand on est accompagné. Donc je pense que quand on tente l'aventure entrepreneuriale, c'est sûr que c'est une prise de risque. En revanche, je pense qu'il faut vraiment se tourner vers tous ces tissus associatifs qui aident les entrepreneurs à se lancer parce que ça maximise énormément les chances de réussite. Et si jamais ça ne marche pas ou qu'il y a des problèmes et qu'on va vers l'échec, il y a justement ce programme. Donc, tu l'as dit, avec 3 associations. Donc, ce programme s'appelle Reagir. Du coup, moi, j'aime bien poser des questions de base. C'est comment l'idée est venue? Pourquoi ces 3 associations? Est-ce qu'elles travaillaient déjà ensemble? Est-ce que c'est vous qui les avez mises ensemble, même s'il y avait déjà des antécédents avec la Fondation Entreprendre? Et surtout, c'est quoi les ambitions de ce programme? Ce programme, il est né assez naturellement des échanges qu'on a eus avec les associations pendant le premier confinement. C'est de se dire comment est-ce qu'on se prépare à aider cette déferlante de difficultés entrepreneuriales et comment est-ce que des acteurs spécialisés, parce qu'on avait identifié un tissu associatif qui était spécialisé sur la difficulté entrepreneuriale, comment est-ce qu'on les aide à renforcer leur capacité d'action pour justement pouvoir aider tous ces entrepreneurs qui allaient rencontrer des difficultés.
Donc ce programme, il est né pendant le premier confinement. Sa particularité, c'est que nous, on a voulu créer ce collectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu miser sur un acteur qui a apporté la réponse globale à l'ensemble de la difficulté entrepreneuriale. C'est qu'on a voulu créer ce collectif d'acteurs. Je pense que c'est aussi notre rôle de fondation, c'est de fédérer des énergies associatives et de créer des complémentarités. Et donc, on a réuni ces 3 acteurs complémentaires, comme je l'évoquais. Donc, Crésus, spécialisé sur le surendettement, donc qui est sur la partie amont. Second Souffle, qui fait à la fois, je dirais, de la prévention en amont, qui fait aussi un peu de l'aval post, je dirais, dépôt de bilan, mais qui a vraiment cette particularité de travailler sur la prévention et donc qui aide à la prise de conscience en amont des premiers signaux d'alerte et comment est-ce que je réagis le plus vite possible pour sauver mon entreprise. Et puis 60 000 rebonds qui est vraiment la spécialisée sur, en fait, j'ai pas eu le choix, j'ai dû déposer le bilan et donc comment je rebondis de cet échec entrepreneurial et je me reconstruis derrière. Et donc, on a créé ce collectif avec 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est de renforcer leur capacité d'action immédiate. Donc, comment est-ce qu'on leur donne les moyens d'agir et de prendre en charge ces entrepreneurs qui arrivaient. Donc, il y avait notamment, je dirais, un peu plus sur la partie amont, c'est-à-dire la grande difficulté, où là, on a vu assez rapidement quand même pas mal d'entrepreneurs toquer aux portes pour exprimer les problématiques qu'ils avaient. Et puis, on prépare 60 000 rebonds à, je dirais, la deuxième partie qui va être, je dirais, la 2021 et les prévisions qu'on a sur les défaillances d'entreprises qui risquent d'être massives et comment est-ce qu'on va aider tous ces entrepreneurs à rebondir. Pour être assez concret, c'est pas des aides comme des subventions. Enfin, là, c'est vraiment des programmes, c'est soit des cours ou des webinaires, peut-être du mentoring, de l'accompagnement personnalisé. Complètement. Alors, je pense que justement, la force de ce programme, c'est qu'il est hyper complémentaire à l'action de l'État. C'est-à-dire que tous les soutiens de l'État sont vraiment des soutiens financiers pour aider en trésorerie les entrepreneurs. Et nous, on finance ces associations qui aident en coaching, en accompagnement, en expertise tous les entrepreneurs. En fait, quand on est face à une difficulté, et donc on va avoir potentiellement un enjeu de trésorerie. Après, il s'agit aussi d'avoir la tête froide pour prendre les bonnes décisions et ce que cette aide financière va nous permettre de vraiment, je dirais, rebondir et donc remettre bien à flot notre entreprise, ou est-ce qu'on risque de faire des mauvais choix parce qu'on est encore, je dirais, dans le stress ou dans l'anxiété du moment. Voilà, ces associations-là, elles sont vraiment spécialisées dans l'accompagnement de l'entrepreneur. Et puis, je dirais, au-delà de l'entrepreneur, c'est aussi l'humain qui va être accompagné parce que l'entrepreneuriat... Je parle à une entrepreneuse, donc je sais que tu le sais, c'est aussi une aventure humaine. Parfois, c'est surtout une aventure humaine. C'est surtout une aventure humaine. C'est parfois lié aussi à des situations de famille. Et donc, qui vont savoir prendre, je dirais, en charge l'entrepreneur dans sa globalité. Et je pense que c'est vraiment la force de ces associations. Moi, je me mets dans la peau, je ne nous le souhaite pas chez Carnews et je le souhaite à personne, mais si on est intéressé par ce programme, combien de temps il dure? Est-ce qu'il y a des critères? Ou est-ce que la promo est déjà bouclée? Comment ça se passe? Ce programme, à travers Crésus, Second Souffle et 60 000 rebonds, il est vraiment ouvert à tous les entrepreneurs qui pourraient être confrontés à des difficultés. Et donc, en gros, on a une page qui est en train d'être créée là sur le site web de la Fondation, donc la Fondation Entreprendre. Vous pouvez venir voir et là, vous allez être redirigé vers les associations au regard aussi de votre contexte, de votre difficulté, parce que comme je disais, ils ont chacun leur particularité. Vous pouvez aussi aller les voir en direct, faut pas hésiter. Et ils visent à aider 3000 entrepreneurs d'ici 2022, ce programme. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres partenaires dans ce programme? Parce qu'il y a des partenaires associatifs, mais je sais que voilà, il y a aussi un partenaire entreprise qui aide à financer. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec AXA sur le rebond entrepreneurial ou je sais pas, je préfère dire rebond que échec, mais sur la réaction entrepreneuriale, on va dire. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, sur ce programme-là, on travaille avec toutes les associations qui sont dans l'écosystème de la Fondation. Et on a vu les premières actions d'ailleurs qu'on a menées, c'est tous les, je dirais, les acteurs traditionnels de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, les réseaux Entreprendre, Ronalpia, Chup, Initiative France, etc., qui sont financés par la Fondation. On les a mis, on a créé des moments d'échange avec ces associations experts de la difficulté entrepreneuriale que j'évoquais, donc Crésus, Second Souffle, 60 000 rebonds, pour les aider à prendre en charge, je dirais, des entrepreneurs en difficulté qu'ils pourraient avoir dans leur écosystème. Donc, il y a aussi cet enjeu de partage d'expertise entre les acteurs associatifs qui sont financés par la Fondation. Et puis, plus largement, il y a aussi un portail du rebond en France qui fédère d'autres acteurs associatifs experts de la difficulté entrepreneuriale. Donc, les auditeurs peuvent aussi aller voir. Et nous, on s'assure que notre programme, il se fasse aussi en cohérence avec tous les autres acteurs. Donc ça, c'est, je dirais, le premier enjeu, c'est de s'assurer qu'on travaille aussi en complémentarité, en ouverture avec tous les acteurs associatifs qui agissent auprès des entrepreneurs. Et puis, comme tu le dis, donc nous, on est une fondation. Notre capacité d'action, elle se fait grâce à des mécènes, des philanthropes privés qui nous aident, qui s'engagent à nos côtés. AXA, c'est un excellent exemple de, voilà, d'une entreprise qui
s'engagent auprès de la Fondation Entreprendre pour soutenir l'entrepreneuriat depuis d'ailleurs de nombreuses années. Ils ont financé avec la Fondation un gros programme d'aide à l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle des aides pour entreprendre, qui a permis d'ailleurs la création d'une association qui s'appelle Femmes des territoires. Toutes les femmes intéressées par l'entrepreneuriat peuvent aller voir, et qui est un réseau d'entraide entre femmes entrepreneurs. Et donc, ils ont souhaité, on en est ravis, financer ce programme sur les 3 ans du programme, donc jusqu'à 2022. Donc, on a aussi co-construit ce programme avec eux et on le met en œuvre grâce à leur soutien. J'invite les auditeurs. À la saison précédente, on avait reçu Xavier, ton prédécesseur, et moi je lui avais dit, mais il faut que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'en fait on peut être mécène d'une fondation qui soutient l'entrepreneuriat, parce que la dichotomie entre philanthropie et entrepreneuriat, et parfois les gens saisissent pas tout l'intérêt en fait de financer des véhicules qui eux-mêmes aident l'entrepreneuriat et pas ce qu'on imagine, c'est-à-dire des associations peut-être plus humanitaires. Ou voilà, je vous invite vraiment à écouter l'épisode. Je me permets juste de te dire, il y a 2 autres ambitions sur le programme. Donc, il y a ces 3000 entrepreneurs à accompagner d'ici 2022. Et puis, il y a 2 autres sujets, parce que tu l'évoquais aussi en introduction. Il y a un sujet qui est d'assurer une offre du rebond entrepreneurial, une offre de l'accompagnement à la difficulté entrepreneuriale claire et lisible pour tous les entrepreneurs. Et donc là, c'est les passerelles qu'on essaie de faire entre les acteurs associatifs, comme je l'évoquais. Et puis, il y a le dernier enjeu qui est changer le regard de l'échec. Je pense que nous, on a vraiment envie de travailler avec ces acteurs-là, et d'ailleurs avec tous les acteurs associatifs qui accompagnent l'entrepreneuriat, à parler de l'échec et à oser démystifier ce sujet de l'échec et de la difficulté en général en France, parce qu'on a l'impression que on ose s'exprimer que quand tout va bien, et je pense qu'il faut savoir parler quand on a des problèmes, et que c'est pas une honte d'avoir des problèmes, et que c'est au contraire savoir parler des problèmes que déjà une première marche pour les résoudre. Et donc nous, on a vraiment très envie de faire changer ce regard sur l'échec en France, et notamment sur l'échec entrepreneurial en France, pour justement aider à la réussite entrepreneuriale. Et donc on a cette ambition sur laquelle on veut travailler d'ici 2022. Changer la norme sur le regard de l'échec. Mais non, c'est important, et quand on écoute tous les épisodes de Changer la norme, quand les entrepreneurs ont la gentillesse de me faire suffisamment confiance pour se livrer, on s'aperçoit que c'est pas toujours tout rose, et qu'en fait, on peut pas être à la fois financier, bon commercial, entrepreneur, et qu'on est faillible, et que c'est peut-être le savoir. Et moi, je dis toujours que j'ai monté Changer la norme parce que c'est des discussions sincères avec des pairs m'ont beaucoup plus appris que les 15 000 bouquins ou les 15 000 ambitions que je lisais partout. Donc non, effectivement, c'est important. Je pense que c'est jamais tout rose, en fait. L'aventure entrepreneuriale, exactement. Il y aura toujours des difficultés. Oui, puis un entrepreneur est vulnérable, en fait. Ça sert à rien de passer pour des bulldozers qui ont un calling, voilà, et un superbe storytelling, et tout va bien. Effectivement, c'est important, mais dans tous les domaines d'ailleurs, que ça soit l'école et la vie de tous les jours. Il y a des bons podcasts sur l'échec d'ailleurs. Un jour, je ferai peut-être une liste de toutes les ressources sur l'échec. Ça pourrait nous intéresser, très bien. Qui ont appris en entreprise. Voilà, puisqu'on parle de changer la norme, l'entrepreneuriat dit à impact. Enfin, ça fait quand même presque 1 an, du coup, qu'on parle de Covid et de confinement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on a reçus qui se sont réinventés. Et on voit aussi une montée en puissance, en fait, il y a l'impact, la raison d'être, la responsabilité, enfin, tout ce qui est les transformations positives des entreprises que tu connais bien. Et puis, je vois que le réseau Entreprendre labellise, je sais pas comment on dit, enfin voilà, récompense aussi de plus en plus, accompagne de plus en plus d'entrepreneurs à impact. Et l'État, enfin il y a une secrétaire d'État maintenant qui s'est engagée aussi pour l'aide et pour ne laisser personne sur le bord de la route. Est-ce que selon toi, c'est une solution d'avenir, ou qu'est-ce que ça représente l'entrepreneuriat impact, surtout dans des temps compliqués comme ceux-ci ? Moi, je pense d'abord que les moments de crise, c'est aussi des moments d'extraordinaire opportunité pour l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que un message qu'on peut faire passer, c'est que malgré le contexte, si on a envie d'entreprendre et si on a envie de faire cette prise de risque, il faut se lancer malgré le contexte, parce que ça peut être aussi porteur d'opportunités. En revanche, comme je le disais, il faut se lancer en étant accompagné. Ça, je pense que c'est fondamental. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat impact, c'est... je te dis, moi, je suis convaincu qu'une grosse partie de la solution de tous nos défis sociétaux, il passe par les entreprises et par la mobilisation des acteurs économiques. Et je pense que cette crise, c'est un révélateur de beaucoup de choses, et c'est notamment aussi un accélérateur de cette transformation qui était déjà en cours, mais qu'on voit vraiment s'accélérer. Comme tu le dis, nous, on accompagne à la fois des réseaux qui sont experts sur l'ESS, donc on finance des acteurs comme Ronalpia, comme Ticket for Change, comme Enactus, qui sont vraiment des acteurs spécialisés de l'ESS. Et on va financer aussi des acteurs associatifs qui sont sur l'entrepreneuriat, je dirais, plus traditionnel, comme le réseau Entreprendre, tu l'évoquais. Mais comme tu le dis, tous ces réseaux-là commencent à intégrer clairement aussi ces enjeux d'impact.
et comment est-ce qu'on accompagne aussi les acteurs traditionnels à faire cette transformation, cette mutation sur cette prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Pour moi, le constat que c'est incontournable, il est fait. Là maintenant, l'enjeu, c'est la rapidité avec laquelle on va le faire. Et donc tout le défi, il est là parce que je pense qu'on va le faire. Toutes les entreprises vont devoir s'engager et sont déjà en train de le faire. Le grand défi, c'est à quelle vitesse elles vont le faire parce il faut qu'on aille vite et que pour le coup, la capacité d'action et de transformation, la crise peut aussi créer des difficultés par rapport à cette capacité d'action et de transformation. Donc elle est à la fois révélateur, un peu accélérateur, mais elle peut aussi freiner certains élans. Donc je pense qu'il faut être vigilant. Et nous, à la Fondation Entreprendre, j'espère qu'on pourra accompagner, en tout cas de manière efficace, cette transition. Mais peut-être que d'ici quelques mois, on verra que les acteurs responsables sont ceux qui sont le plus résilients. Je dirais pas que ça sera les grands gagnants de la crise, parce que je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, mais c'est sûr que c'est des modèles qui ont souvent les épaules solides. Complètement. Et puis, je pense que la crise va aussi révéler des nouvelles vulnérabilités, des nouvelles inégalités qui vont créer des terreaux propices à la création d'entrepreneurs sociaux. Donc, je pense que cette crise, elle va aussi permettre, je dirais, une dynamique de création d'entreprises dans cet écosystème, clairement. Bon, Thibaut, tu ne vas pas y couper. On passe aux questions finales. T'écoutes Changer la norme depuis suffisamment souvent, il fallait que je te les pose. Oui, mais je l'écoute et pourtant j'étais persuadé j'étais pas sûr que tu me les poserais, donc je les avais pas complètement préparés. Et allons-y. Alors, quelle est la raison d'être de la Fondation Entreprendre ? Alors, la raison d'être de la Fondation Entreprendre, c'est permettre à chacun de se réaliser par l'entrepreneuriat dans le but de créer collectivement une société plus juste et durable. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Emmanuel Macron, tant qu'à faire. Et puis nous, il y a quand même Bruno Le Maire qui est quand même un ministre important. Je pense que le message que j'aurais envie de leur faire passer, si j'en profite, c'est que il y a dans le plan de relance, il y a donc beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour financer en trésorerie ou en financement les entrepreneurs en direct, et qu'il faut pas oublier ce tissu associatif qui accompagne les entrepreneurs parce qu'ils sont extrêmement complémentaires et qu'ils ont besoin d'être aussi accompagnés. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer ? Là, j'ai envie de piquer une idée que j'avais entendue et que je trouve très bonne, mais c'est vrai que la TVA qui permet d'encourager en tout cas les produits à dimension responsable, je pense que ça aurait beaucoup de sens. Ouais. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être ? Ça, c'est pas évident. Ouais. Il y a une évidence qui serait Emmanuel Faber, un peu dans notre écosystème, et oui, certainement Emmanuel Faber, on va dire. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? Est-ce que je veux être politiquement correct et dire aucun ? Aucune ? Non, évidemment aucune. Évidemment aucune. Merci Thibaut. Merci beaucoup Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de CareNews, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.